Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ce programme Décryptage, le programme de Vox TV, un complément de la rédaction qui permet de comprendre certains faits de l'actualité car nous faisons venir les acteurs de ces événements de l'actualité pour expliquer, pour comprendre ces faits. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Jean-Médard Kanko. Il est directeur de l'épidémiologie de lutte contre la maladie. Il est également membre de la coordination de gestion de l'épidémie du coronavirus. Docteur Kanko, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et moi également. Merci beaucoup. Depuis beaucoup de semaines, le monde entier fait face à l'épidémie du coronavirus. C'est quoi le coronavirus? Alors, merci pour la question. Donc, je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir sensibiliser notre population sur cette maladie qui défraie la chronique. En fait, les coronavirus, c'est des microbes, donc des virus qui existent depuis longtemps. Mais depuis 2019, donc depuis le mois de décembre, en Chine, on a eu à découvrir un nouveau virus qu'on appelle coronavirus 2019. Voilà. Et donc, je disais que les coronavirus sont une grande famille de virus qui sont sous forme de couronne, qui sont en forme de couronne et qui peuvent entraîner plusieurs maladies. Déjà, il faut dire que ça affecte aussi bien l'homme que l'animal. Donc, c'est à l'origine de plusieurs maladies, allant des grippes simples, de rhume simple, à des manifestations respiratoires plus compliquées et qui peuvent entraîner le décès d'une personne infectée si jamais les mesures de prise en charge ne sont pas mises rapidement en œuvre. Oui, docteur, est-ce que le fait que le virus soit capable de vivre dans l'homme et dans l'animal, ça peut justifier sa complexité pour le combattre? Oui, c'est ça, sa complexité réside dans le fait que c'est un nouveau virus qui n'a jamais été identifié. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus sur ce virus. Déjà sur le réservoir d'agents infectieux, donc la source d'infection. Avant, on a incriminé les produits de mer déjà, qui étaient vendus au marché de Wuhan, là où a commencé l'épidémie en décembre. Et ensuite, il y a eu des chauves-souris, pangolins. Bon, vous voyez, il y a encore beaucoup d'inconnus sur cette maladie. C'est ça qui rend difficile le fait qu'on n'arrive pas à bien la combattre. Vous parlez justement de la ville de Wuhan en Chine, là où l'épidémie a été déclenchée, et reste jusqu'à aujourd'hui l'épicentre de l'épidémie. Nous avons le Congo à 105 étudiants actuellement dans cette ville. Est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, au niveau de notre ministère des Affaires étrangères, il y a régulièrement les nouvelles de ces étudiants. Et jusqu'à présent, aucun n'est atteint de cette maladie. Et il faut aussi savoir que le gouvernement a eu à débloquer une enveloppe pour pouvoir aider nos compatriotes qui sont confinés dans leur domicile. Et l'enveloppe de 200 millions de francs CFA qui est toujours attendue par les étudiants. De temps en temps, on nous appelle pour... Et sur ce sujet, je ne peux pas me prononcer, mais est-il que les dispositions avaient été prises par le gouvernement de la République pour pouvoir aider nos compatriotes qui sont dans la ville de Wuhan. Aujourd'hui, on parle, au moment où nous réalisons cette émission, près de 100 000 cas de contamination, quelques 3 500 personnes décédées. Et il y a de quoi avoir peur, des sueurs froides. Et oui, bon, ça fait peur, mais en même temps, il faut dire que, par exemple, en Europe, en France, il y a la grippe pandémique qui tue plus de 10 000 personnes par année. Oui. Et donc, on n'en parle pas trop, mais il faut en parler parce que c'est une nouvelle maladie, c'est un nouveau virus, ça fait un peu peur parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Et sinon, si on s'en tient au taux de létalité, même aux chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure, les taux de létalité, c'est toujours inférieur à 3%. Vous voyez? Donc, si on prend 100 personnes, il y a 3% qui décèdent. C'est quand même beaucoup, c'est beaucoup. Une seule personne qui décède, c'est déjà quelque chose, ce n'est pas bien. Mais le taux de létalité est faible par rapport aux autres maladies ou épidémies que nous avons eu à connaître, comme Ebola ou la grippe actuellement. Et la bonne nouvelle peut-être, c'est que l'Afrique jusqu'alors est encore épargnée, et le Congo particulièrement.
La grande question, c'est que qu'est-ce qui peut justifier ça? C'est la question qui est posée un peu en Asie et en Europe. Pourquoi il n'y a pas assez de cas? Zéro cas de contamination des Noirs en Afrique, zéro cas de décès de Noirs en Afrique. Et en fait, l'Afrique n'est pas épargnée parce qu'au moment où nous parlons, il y a 29 cas. Oui. Il y a 17 cas en Algérie, en Afrique subsaharienne. Il y a le Nigeria qui a un cas déjà. Le Sénégal est à 4 cas. L'Afrique du Sud a signalé un cas. Les Européens souvent? Oui. Voilà, ce ne sont pas des cas autochtones, mais c'est des Européens, des gens qui viennent des autres villes, des Chinois, des Italiens, et qui viennent. Donc c'est des cas importés. Mais des cas autochtones, une transmission locale comme telle n'est pas encore enregistrée au niveau de l'Afrique. Et il faut aussi dire à la population que chez nous, au Congo, nous n'avons aucun cas. Aucun cas, il n'y a actuellement ni cas suspect, ni cas confirmé. Et donc, pour que la population un peu ne soit pas dans la panique pour dire qu'il y a déjà le coronavirus au Congo, nous n'avons pas de cas. Voilà. Effectivement, docteur, zéro cas suspect, zéro cas confirmé au Congo. Et donc, au niveau de la coordination, de la gestion de cette épidémie, vous avez adopté le système de mise en quarantaine. Oui. Et il y a un centre qui a été créé à Kintélé, dans la commune de Kintélé, à une quarantaine de kilomètres de Brazzaville. Est-ce qu'on peut savoir un peu comment ce centre fonctionne? Alors, il faut d'abord dire que la quarantaine, la mise en quarantaine, c'est une mesure de protection pour nous protéger, pour protéger nos compatriotes, pour protéger la population. Et il y a une circulaire du Premier ministre qui Voilà, a institué ça. qui a été prise, une autre circulaire qui a été prise par le Premier ministre depuis le 1er février 2020. Et voilà, donc c'est une mesure de protection et aussi, par là, il faut dire que tous ceux qui sont mis en quarantaine ne sont pas malades. Ne sont pas malades, on n'a pas encore... Par mesure de prévention. Par mesure de prévention pour éviter, parce que la durée d'incubation de la maladie, la durée d'incubation, c'est-à-dire la période qui s'étend entre l'infection, c'est-à-dire la pénétration du microbe dans l'organisme, et l'apparition de premiers signes cliniques est de 14 jours. Donc une personne peut venir des zones à risque avec sa maladie, mais qu'on ne peut pas aussi détecter. Pour éviter que la maladie ne soit détectée tard et que la personne, pendant ces temps, a eu entré en contact avec les autres personnes et les contaminées. Et pour éviter tout ça, nous les mettons donc en quarantaine pour pouvoir les suivre pendant au moins 14 jours. Et au bout de 14 jours, si la personne ne présente aucun signe, alors on la libère. Donc c'est une mesure de protection qui est organisée, surtout avec tous ceux qui viennent des pays à haut risque, selon la note circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement. Justement, Kintélé, c'est un hôtel 5 étoiles, 200 chambres. Quelles sont les conditions là-bas? Et oui, vous l'avez dit, 5 étoiles déjà. Les conditions sont très bonnes. Les repas sont servis? Le repas, il y a des traiteurs qui arrivent sur place, les gens sont nourris sur place. Le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions que les gens qui y seront et qui y sont soient bien traités. Ce ne sont pas des prisonniers, ils sont nourris. La seule exception, c'est qu'ils doivent rester en quarantaine. Donc là, confinés. Pas de liberté. Bon, enfin, peut-être pas de liberté, pas de visite, parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Donc ils sont là pour être en observation. Quel est le travail de vos équipes sur place? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Il y a des équipes de prise en charge qui sont là en permanence, qui se relaient régulièrement. 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'ils font? Leur travail, c'est juste suivre les patients qui sont là, prélever régulièrement les températures, évaluer l'état de santé des personnes qui sont là, pour que, en cas de moindre signal, que les dispositions soient prises pour l'isolement. Et cette fois-là, on parlera d'isolement. Voilà, dans un centre approprié. Voilà. Et ensuite, sur place, il y a déjà la sécurité, pour éviter parfois qu'il y ait des évasions, comme on l'a constaté ailleurs, et la sécurité même de ceux qui sont logés sur place. Et sur place, on peut prendre également en charge, lorsqu'une personne a été mise en isolement, on peut le prendre en charge sur place ou bien il faut le transférer? On le transfère dans un centre approprié comme le CHU. Là, c'est juste pour le confinement, pour l'observation. Mais quand la personne tombe malade, il y a d'autres dispositions qui vont être déployées, mises en place, pour référer la personne dans une structure habilitée de prise en charge. Est-ce que le Congo est prêt justement pour la prise en charge?
Bon, disons, pour la prise en charge, nous sommes, même si tout n'est pas parfait à 100%, on ne peut jamais dire en matière d'épidémie qu'on est prêt. Vous voyez ce qui se passe, c'est les grands pays riches avec beaucoup de moyens. Vous voyez ce qui se passe. Donc on ne peut pas dire qu'on est totalement prêt, hein, mais nous faisons tout pour éviter qu'il y ait importation de cas de coronavirus dans notre pays. On est obligé de nous investir dans la prévention parce que la prise en charge va être compliquée. Absolument, absolument, c'est la clé de tous. Vous voyez, c'est le poumon de tout ce que nous faisons, c'est la prévention. Voilà. Si en amont, on met en mesure des dispositions pour que nous n'ayons pas la maladie, donc la prise en charge sera moins compliquée. Voilà, si on a moins de cas, ce serait très intéressant pour pouvoir les prendre en charge compte tenu de nos faiblesses des systèmes de santé au niveau de l'Afrique. Et donc on met le paquet sur la prévention et sur la surveillance, le renforcement des dispositifs au niveau de tous nos points d'entrée. Voilà, pour détecter précocement les cas et les prendre en charge. On parle d'une centaine de personnes aujourd'hui mises en quarantaine, 93 peut-être. Qui sont-ils ? Ces malades ou ces suspects-là? Voilà, la quarantaine ne se fait pas seulement ici à Brazzaville, hein, ça se fait également à Pointe-Noire. Hein, parce qu'ici à Brazzaville, on a 2 points d'entrée. Il y a notre aéroport international de Brazzaville, les beaches de Brazzaville. À Pointe-Noire, nous avons le port maritime de Pointe-Noire. Il y a l'aéroport Agostinho Neto et le point d'entrée à Tchambazassi. Alors, voilà, on va revenir sur le cas de Pointe-Noire plus spécifiquement. Oui. Parler de Kitélé. Lesquels qui sont là-bas? Alors, il y a tout le monde. On trouve les Congolais, il y a des Chinois, il y a des Italiens. Voilà, qui sont là. Ce ne sont pas seulement les Chinois qui sont là. La plupart, d'ailleurs, sont nos compatriotes qui reviennent de la Chine. Vous voyez. Est-ce que la mise en quarantaine est un choix? Le passager, parce que les passagers qui viennent des pays à risque, est-ce qu'ils choisissent d'aller en quarantaine ou pas? Non, ils sont avertis. Ils sont avertis. Nous avons parlé tout à l'heure de la note circulaire du Premier ministre du 1er février. Et cette note a été diffusée au niveau de toutes les missions diplomatiques, n'est-ce pas? Et donc ceux qui viennent sont censés être informés que lorsqu'ils arrivent des pays à risque, il y a une quarantaine. Voilà, qui est systématique pour éviter qu'il y ait l'apparition de la maladie. On a comme l'impression que vous avez des difficultés pour appliquer la quarantaine avec certains passagers. Et non, ça se passe bien, ça se passe bien. La note du Premier ministre est claire, très claire même. Des pays à haut risque. Et, voilà. Et parmi les pays à haut risque, on cite la France. Madame la ministre a rencontré les ambassadeurs pour leur repréciser les mesures qui ont été prises. Oui. Le soir même, il y a eu un vol de Air France. 65 passagers, ils sont tous rentrés chez eux. Vous n'étiez pas encore prêts? Il faut dire que en France, la France est grande. La zone à haut risque en France actuellement, c'est l'Oise. Il y a l'Oise, il y a la commune de l'Oise, c'est pas toute la France qui est vraiment une zone à haut risque. Vous voyez, bien sûr, il y a des cas signalés par-ci, par-là, mais s'il faut étendre la quarantaine, même à ceux qui ont un seul cas, ce n'est pas normal. C'est comme si demain, on dira que parce que l'Afrique du Sud a signalé un cas, qu'il faut mettre tous ceux qui viennent de l'Afrique du Sud en quarantaine, c'est pas réaliste. Donc, on a renforcé les dispositifs au niveau des points d'entrée, donc de l'aéroport. Il y a la prise systématique des températures à tout le monde et tout le monde remplit une fiche de renseignement. Et si, à l'arrivée, il y a quelqu'un qui présente la fièvre, directement c'est l'isolement, mais qui présente un des signes respiratoires qu'on va peut-être citer tout à l'heure, mais c'est l'isolement. Donc il y a 2 mesures de poids. Ça n'existe pas. Vous êtes au courant de ce cas, cette Française qui s'est rendue au CHU, elle est passée par l'aéroport. Incognito peut-être? Non, elle n'est pas passée, elle ne s'est pas rendue. C'est l'équipe qui est sur place qui l'a conduite de l'aéroport au CHU. Et voilà, nous étions même sur place, c'est parce que la personne présentait un peu de fièvre, donc pour ne pas prendre des risques, vous voyez, on l'a mis directement en isolement. Quand les gens disent qu'on a laissé passer, non, on est là en permanence, à chaque vol, les dispositions sont prises, et puis, comme on a observé qu'elle avait la fièvre, donc il n'y a pas de demi-mesure, on l'a amenée directement
en isolement. Vous avez vu que cette fois-ci, on ne l'a pas amené à Kintéé, on l'a amené au CHU de Brazzaville. Et les tests ont été faits et la personne est négative, n'a aucun problème. Elle a fait un peu de fièvre parce qu'à la veille, elle a reçu un vaccin, je crois, contre la fièvre jaune ou l'hépatite. C'est ce qui a fait qu'elle développe une petite fièvre. Et quand c'est comme ça, elle reste, ou bien elle rentre chez elle? Elle reste en observation, vous voyez, on est rigoureux. Donc, elle reste quand même en observation. Il n'y a pas de cas de quarantaine à la maison? Si, ça s'applique aussi. Ça s'applique aussi dans les autres pays. Non, ici au Congo. Ici au Congo aussi, il y a certains cas de quarantaine. Qui sont suivis. Le directeur général de Forespac à Dolisie. Voilà, il y a des quarantaines. Et celui-là, il s'est mis lui-même en quarantaine, vous voyez là. Il y a des quarantaines à la maison. Mais vous suivez ça quand même, ces cas? Voilà, il y a des équipes de suivi de tous les passagers qui sont arrivés, n'est-ce pas? On a la liste de tous les passagers depuis le début de l'épidémie. Et il y a des équipes qui sont constituées et qui vont être déployées très bientôt, déjà à partir de demain ou d'aujourd'hui, pour suivre tous ceux qui sont arrivés. Prendre la température, leur donner des consignes qu'il faut rester chez vous pendant 14 jours. Et voilà, et si jamais la personne présente une fièvre, par exemple, ou une toux, elle a des instructions sévères, qu'elle ne se déplace pas, qu'elle évite les contacts avec son entourage et qu'elle nous appelle pour la prise en charge. Et quand on arrive, on fait des prélèvements et on amène la personne dans un centre d'isolement. On ne redoute pas les mauvaises foi de la part de certains patients conscients de la contamination et qui se mettent à dislier le virus dans les marchés de Brazzaville? Bon, je ne sais pas si des gens peuvent être inciviques jusqu'à ce point. Déjà, c'est pas bon déjà, et puis c'est condamnable. Vous voyez, quand on le fait sciemment, on peut être traîné devant les juridictions compétentes pour la mise en danger des personnes. Donc, les gens sont sensibilisés sur tout ça. Voilà. Bien sûr que la mise en quarantaine à domicile, c'est une mesure souvent très difficile partout. Même ceux qui ont des moyens, ça se fait partout. Mais on les appelle régulièrement pour connaître l'état de santé. Et comment vos équipes collaborent avec les équipes de police sur place? Souvent, il n'y a pas trop d'accord. D'après nos reporters qui ont été sur place, le policier qui est sur place se réfère à son chef hiérarchique. Bon, vos équipes aussi. Après, à la fin, on a très peu de passagers qui vont en quarantaine. Il faut vous dire que nous ne travaillons pas seuls. Comme nous l'avons dit d'emblée, nous avons une coordination interministérielle de gestion des épidémies. Vous voyez, et le président de cette commission, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, s'il vous plaît. Et donc, c'est un travail qui se fait en commun. Nous avons des commissions, nous avons une coordination technique et nous travaillons tous ensemble. Hier, à l'aéroport, nous étions en réunion avec tous les membres des commissions. Donc, les dispositions qui sont prises viennent de la coordination technique. Vous voyez, nous ne sommes pas éparpillés, il y a une seule coordination, il n'y en a pas deux. Voilà. Donc on ne peut pas être en désaccord, puisque nous visons tous le même but, exactement. La protection des Congolais. On ne peut pas être en désaccord avec ça. Alors, on vous visez la protection des Congolais. Parlons des autres Congolais de Pointe-Noire, de Dolisie et un peu de partout. Parce qu'on a comme l'impression que toute l'énergie est concentrée sur Brazzaville. Peut-être que c'est la principale porte d'entrée du pays. Mais les autres Congolais aussi sont inquiets. Depuis le cas de Dolisie, de Forespac et tout. Quelles sont les mesures qui sont prises, par exemple, à Pointe-Noire? Alors, à Pointe-Noire, le même dispositif qui est en place à Brazzaville l'est également à Pointe-Noire. La directrice département de la santé, à propos, est très active, il faut même la féliciter. Il y a des centres de quarantaine qui sont mis en place à Pointe-Noire avec l'aide de la coopération chinoise. Vous voyez, il y a même un hôpital qui a été construit, un centre avec 5 chambres qui a été construit à l'hôpital de l'Angélie par la coopération chinoise. Bien équipé, vous voyez. Et donc à Pointe-Noire, le même dispositif est en place. Les gens ne sont pas abandonnés. Il y a même des supports. Là, quand vous êtes entré, vous avez vu des affiches qui sont partout. C'est la même chose à Pointe-Noire. Donc c'est le même dispositif qui est à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et il faut savoir que les principaux points d'entrée, c'est Brazzaville et Pointe-Noire. La plupart viennent par avion. Et c'est après qu'ils transitent, qu'ils vont à Dolisie et autres. Mais est-il que nous avons eu à élaborer un plan national des contingences. Il est prévu dans ce plan
la formation de toutes les formations sanitaires, la mise à leur disposition des définitions des cas pour déceler précocement toute suspicion de coronavirus. Est-ce qu'on a déjà des cas suspects ou mis en quarantaine à Pointe-Noire? Non, on n'a pas de cas suspects. Donc le centre de quarantaine est encore pas de pensionnaires jusqu'alors. Si, il y a des gens qui sont en quarantaine, disons en quatorzaine. Bon. Il y a même d'autres qui sont déjà sortis depuis très longtemps. Voilà, parce que c'est au fur et à mesure qu'il y a des vols. 14 jours après, oui, ils sortent et ceux qui viennent entrent, ainsi de suite. Voilà. Donc il n'y a pas de cas suspects ni à Pointe-Noire, ni à Brazzaville, ni à Dolisie. On n'a pas de cas suspects, ni des cas confirmés. Alors, docteur, on va parler un peu pour l'intérêt du public qui nous suit aussi, quelles sont les mesures. D'abord, est-ce qu'on peut savoir comment la maladie, ce virus se manifeste dans le corps? Oui, très important, parce que pour venir une maladie, il faut la connaître, n'est-ce pas? La maladie se manifeste comme une simple grippe, déjà au départ. Un syndrome grippal, c'est-à-dire qu'il y a la fièvre supérieure à 38, il y a la toux, on peut avoir le rhume, n'est-ce pas? On éternue, on peut tousser, on peut avoir des céphalées, des maux de tête, et on peut avoir la fatigue générale. Et pour la fièvre, généralement, elle est d'apparition brusque, brutale, n'est-ce pas? Et on peut avoir la fatigue, des douleurs à respirer, des difficultés à respirer. Voilà. C'est quelques signes qui sont caractéristiques d'un syndrome grippal, qui peuvent être banalisés alors qu'il peut s'agir d'autre chose. Est-ce que le Covid-19, justement, est-ce que c'est une fatalité? Quand vous l'avez, la fin, c'est la mort. Et non, je vous l'ai dit tantôt, quand on regarde le taux de létalité de la maladie, c'est-à-dire la proportion de ceux qui décèdent parmi le cas de la maladie, 2%, ça veut dire sur 100 personnes, il y a 2 qui peuvent décéder. Et généralement, quand vous regardez, la plus grande proportion de personnes qui décèdent, c'est des personnes âgées qui sont déjà affaiblies par les autres pathologies. Vous voyez, donc ce n'est pas une fatalité. Même si c'est un nouveau virus, mais avec les traitements actuels, on arrive à obtenir des taux de guérison très importants partout, même en Chine aussi. Et quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Alors, les précautions, c'est l'observance des mesures d'hygiène de base, parmi lesquelles il y a le lavage des mains au savon et à l'eau propre et au savon, n'est-ce pas? Pendant au moins 40 secondes. À défaut du savon et de l'eau, on utilise une solution hydroalcoolique. Deuxième, quand on tousse ou quand on éternue, surtout quand on a un syndrome grippal, il faut qu'on prenne la précaution d'utiliser une bavette, n'est-ce pas, pour protéger les autres, n'est-ce pas? Les bavettes, ce n'est pas tout le monde qui doit se balader dans la ville avec une bavette parce qu'il y a coronavirus. Non, ça ne vous protège pas. La bavette protège, fait en sorte que la personne qui est malade ne transmette pas. Donc c'est la personne qui est malade qui peut porter une bavette. Donc quand on a un syndrome grippal, qu'on prenne la précaution de porter une bavette, ou encore, quand on tousse, qu'on prenne la précaution d'utiliser un mouchoir à jeter, et une fois qu'on l'a utilisé, qu'on la jette dans une poubelle, n'est-ce pas? Ou encore, on se sert de son creux du cou pour protéger que les particules infectieuses soient envoyées dans l'air pour contaminer les autres. Voilà. Ensuite, il y a le fait qu'il faut, ça doit être connu de tout le monde, que les aliments, la viande, le poisson, les fruits de mer, doivent être suffisamment cuits avant leur consommation. Ensuite, il faut éviter des contacts inutiles avec les animaux sauvages ou les animaux de la ferme. Hein? Parce que tout à l'heure, on a dit que l'origine, la maladie proviendrait des animaux, même si l'animal, source d'infection n'est pas encore correctement identifié, il faut éviter donc des contacts inutiles avec les animaux sauvages ou les animaux là. Est-ce que le virus est dans l'air? Est-ce qu'on peut le respirer? Eh oui, mais c'est ça qui fait la transmission. C'est une transmission indirecte. Non, directe déjà. Directe, c'est-à-dire que quand je parle à haute voix, ou quand je tousse, ou quand j'éternue, j'envoie dans l'air des particules virales, n'est-ce pas? Et vous respirez l'air, n'est-ce pas? Et vous respirez aussi les particules. Voilà pourquoi on dit que dans ce cas, il faut être à plus d'1 mètre avec la personne qui est malade, quoi.
pour éviter la contamination. Ensuite, une autre mesure, c'est demander à ce que la population soit vigilante. Tout en étant sereine, la population doit être vigilante. Dans ce sens que, lorsqu'on a observé une personne qui vient par exemple des pays à haut risque, dans son entourage, et que cette personne se mette à tousser, il faut donc aussitôt appeler le service de santé pour la prise en charge de cette personne et demander à la personne d'être confinée dans sa chambre et d'éviter tout contact avec son entourage pour éviter la propagation de la maladie. Mais pourquoi on ne met pas en avant, comme dans les autres pays, les regroupements on continue encore, nous, à faire des meetings, des défilés et tout ça. Et ce genre de regroupement, c'est pas à risque. Bon, chez nous, nous ne sommes pas en épidémie. Donc, pour le moment, ce n'est pas à risque. Vous voyez, même au Sénégal, où ils ont déjà eu 4 cas, là, j'ai suivi ce matin un imam qui disait non, on va pour la prière. Voilà, il n'y a pas, pour le moment, on n'a pas beaucoup de risques. Donc, vous voyez, mais les regroupements sont interdits en cas d'épidémie. Vous voyez. Et ça, c'est interdit partout, en cas d'épidémie. Mais nous ne sommes pas en épidémie pour recommander cette mesure pour le moment. Voilà. Docteur, peut-être qu'on va, on va terminer avant que vous ne parliez aux Congolais qui nous suivent. Est-ce que, c'est vrai, il y a peut-être une dizaine de jours, le ministère de Finances a mis à votre disposition spécialement une enveloppe pour s'occuper de cette épidémie, mais est-ce que le Congo a suffisamment, vous, au niveau de la coordination, au niveau de la gestion de l'épidémie, est-ce qu'on a suffisamment des moyens financiers pour parer à toute éventualité? Effectivement, le ministère des Finances a mis à la disposition de la coordination une enveloppe pour les activités prioritaires. Les activités prioritaires, ce sont celles qui se font déjà. Vous voyez, quand vous allez au niveau des aéroports, partout, vous verrez un personnel avec des thermoflages, les solutions hydroalcooliques. Vous voyez, il y a des choses qui ont commencé à être faites et d'autres vont se mettre en place là, se mettre en place tous les jours. Les commissions travaillent, ceux qui sont en quarantaine sont nourris, sont pris en charge. Vous voyez, il y a toute la logistique qui est déjà en place. Bien entendu, on n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas tout ce qu'il faut. Il y a encore des moyens que nous cherchons à mobiliser, non seulement auprès du gouvernement, mais aussi auprès des autres partenaires techniques et financiers, l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et les autres. Alors docteur, nous l'avons dit, le Congo c'est 0 cas suspect, 0 cas contaminé, 0 décès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les Congolais doivent faire pour maintenir ce statut? La vigilance, la surveillance, n'est-ce pas? L'observation des règles de base que nous avons citées tout à l'heure. On ne doit pas résister à la quarantaine. Non, on ne doit pas résister. C'est une mesure de protection. Voilà, il faut demander, surtout à nos compatriotes qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Que c'est une mesure de protection pour protéger nos familles. Mais aussi aux parents qui ne veulent pas laisser les voyageurs aller en quarantaine. Si la personne vient malade, qu'on la garde à la maison, elle va contaminer tout le monde. Et c'est ça qu'il faut craindre, n'est-ce pas? Et pour éviter cela, qu'on accepte que nos parents qui viennent de pays à haut risque soient mis en isolement pour 14 jours, et après 14 jours, ils sont libérés. Ce ne sont pas des prisonniers, mais c'est pour nous protéger nous-mêmes que nous le faisons. Merci docteur Kanko. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Vous êtes également membre de la coordination de la gestion de l'épidémie du coronavirus. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir suivi le programme décryptage de Vox TV. Au revoir et à la prochaine.